Au lendemain de la fête, la place de la Comédie s'éveille doucement. Je suis curieuse de voir comment se portent nos trois grâces. Elles sont redevenues silencieuses après avoir adressé hier aux Montpelliérains en fête des propos audacieux et fripons, pour ne pas dire plus. Sans doute ont-elles un peu la gueule de bois. Autour de la place, les tramways devenus gratuits, stoppés hier de midi à minuit, ont repris leur chorégraphie. « 12 heures de fête non-stop sur le réseau de transport de la ville, imaginé pour cette ZAT par Pascal Lebrun-Cordier à l'inépuisable créativité qui s'est mêlée fantaisie, humour, poésie, intelligence, pour créer des moments d'intenses émotions et s'adresser à tous. Parmi les 40 rendez-vous, il en est un auquel j'ai plaisir à vous convier. Un voyage spatio-temporel au XIIIe siècle à la découverte de la commune clôture qui détermina la forme en écusson que longe le tramway doré. Plus encore, cette rencontre vous fera découvrir les étonnantes origines de Montpellier, un destin exceptionnel. D'abord, le principe de cette ville a été construite dans un objectif précis. Ce n'est pas un regroupement de personnes, il met en avant en tout cas une volonté de construire ce lieu de Montpellier pour faire du commerce. Et effectivement, en 2 siècles... Ça devient une des villes les plus importantes du sud, je ne dirais pas de la France, parce que, oui, du sud, méditerranéen, du Languedoc. Et contrairement à toutes les villes du Midi, qui ont souvent des origines antiques, Montpellier est une création quasiment ex nihilo. Il y avait quelques fermes, et c'est une opération stratégique de la dynastie des Guillens pour pouvoir donner son importance à la ville. Alors la ville bénéficiait bien sûr, il ne faut pas l'avoir isolée, il faut voir aussi qu'elle bénéficiait du port de Latte, qui était le point de passage de la navigation, enfin le point d'aboutissement de la navigation pour tous les marchands qui étaient soit italiens, qui pouvaient venir, mais aussi languedociens. La cité de Montpellier apparaît soudain aux alentours de l'an 1000 sur un emplacement agricole et forestier qui ne semble en rien se distinguer des campagnes environnantes. Il a pourtant été choisi judicieusement par son créateur et sa formidable expansion au cours des 11, 12 et 13e siècles peut être interprétée comme le résultat d'un programme. Nous savons maintenant que le chevalier Guy, cité en l'an 985 dans l'acte de donation et fondateur de la dynastie des Guillem de Montpellier, n'était pas un chevalier inconnu et opportuniste. Il était lui-même issu d'une haute lignée aristocratique, alors maître de la moyenne vallée de l'Hérault, les Guillelmides, qui le reliaient en droite ligne à l'historique et légendaire Guillaume le Grand, comte de Toulouse, duc d'Aquitaine, marquis de Septimanie et cousin de Charlemagne. On comprend mieux alors le niveau de ses aspirations lorsqu'il choisit le site de Montpellier comme centre de son pouvoir et y conduit une politique ambitieuse et cohérente pour y créer une ville neuve axée sur la Méditerranée et les échanges internationaux. À la fin du XIe siècle, 4 groupements d'édifices étaient dispersés le long du chemin de pèlerinage de Compostelle. Le château fort, à usage essentiellement militaire, la condamine non fortifiée, rassemblée autour d'une église vouée au culte marial et d'une place de marché, un village circulaire construit autour de l'église Saint-Firmin et qui a dû à l'origine être entouré d'un fossé défensif. Enfin, de l'autre côté du chemin de pèlerinage, on passait sur les terres de l'évêque de Maguelone, où se trouvait le village de Montpelliérais, regroupé autour de l'église Saint-Denis. Quelques générations de Guillem plus tard, une enceinte entoure le château,
le quartier de Notre-Dame et le village circulaire de Saint-Firmin. Le bâti à l'intérieur de la ville s'est densifié, d'abord anarchiquement, de part et d'autre des sillons d'écoulement naturel de l'eau de pluie. Puis, après avoir rempli les interstices laissés libres par les lotissements originaux, les maisons se sont élevées en hauteur jusqu'à atteindre 4 étages, et des faubourgs industriels sont apparus extramuros. En 1141, Guillaume VI doit faire face à un conflit avec son viguier et certains de ses vassaux. Il ne peut récupérer sa ville qu'avec l'aide de ses alliés catalans et pisans à la suite d'une action militaire. Sa réaction immédiate fut de modifier la configuration stratégique de la ville. Il fait complètement araser le château à l'intérieur de l'enceinte et s'en construit un nouveau, véritable citadelle, à quelques centaines de mètres de la ville, symbole de son pouvoir retrouvé et de sa méfiance vis-à-vis de sa propre cité. 2 générations de Guillaume plus tard, en 1204, la seigneurie de Montpellier passe sous l'autorité du roi d'Aragon par les noces de Pierre II et de Marie de Montpellier. La cité est alors dotée d'un gouvernement consulaire qui obtient l'autorisation d'édifier sa propre enceinte défensive, c'est la commune clôture. En remontant le long du chemin de Compostelle, admirons la cité médiévale telle que la découvraient les pèlerins et les marchands du XIIIe siècle venus des 4 coins du monde connu. Les 12 consuls siègent au centre de la ville, près du marché et de l'église Notre-Dame. Passons par la porte du Pilat Saint-Gély, aujourd'hui disparue, pour découvrir un peu partout dans la vieille ville les innombrables vestiges de ce royaume oublié. La magie d'une aurore boréale accueille notre retour au XXIe siècle, le siècle où Montpellier, à nouveau, retrouve un destin exceptionnel.